Enregistrement. Très bien. Donc aujourd'hui, on va faire, sauf s'il y a d'autres questions, donc c'est ça peut être le moment aussi de répondre à vos questions, si vous avez des questions, des points de clarification que vous voulez sur le cours. Et sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser un petit peu rapidement sur tout le matériel qu'on a vu, en mettant un petit peu d'emphase sur les parties importantes. Donc on a l'examen mardi prochain. C'est un examen de 2h30. Il y aura une version pour les étudiants au bac et une version pour les étudiants à la maîtrise. Donc un peu comme les devoirs en fait. C'est juste que la version des étudiants au bac, il y aura peut-être un exercice de moins ou un exercice qui sera en bonus, comme ça. C'est ça. Et donc généralement, on a toujours, et ça va être le cas aussi cette année, comme vous avez vu dans les exemples d'examen, le premier exercice, c'est que des vrais faux, comme ça. Donc ça survole vraiment un peu tout le contenu du cours. Et comme je vous l'ai dit hier, dans ces vrais faux, c'est un système où si vous avez la bonne réponse, vous gagnez un point. Si vous ne répondez pas, il n'y a pas de point. Mais si vous répondez et que vous vous trompez, ça fait moins un demi-point. Ok. C'est ça. Et puis en général, on a 3-4 exercices en plus qui peuvent porter. Là, c'est un peu comme dans ce que vous avez dans les devoirs maison. Ça peut rentrer un peu plus en détail sur un des algorithmes qu'on a vu, par exemple le classifieur de Bayes ou des questions sur les réseaux de neurones. Souvent, mais pas toujours, on a aussi des petits exercices ça j'aime bien ce genre d'exercice où je vous donne un jeu de données avec des points à droite à gauche comme ça. Donc, je vous donne vraiment un truc avec des points rouges ici, des points plus ici. Puis je vous demande tracer la frontière de décision, ou plutôt, ça peut être ça, je peux vous demander tracer la frontière de décision d'un modèle linéaire ou d'un modèle non linéaire, ou ici, ça va être quoi le classifieur des cas plus proches voisins pour prédire un point de test qui se trouverait par exemple là. Et puis je vous demande, ça c'est bleu, dans le coup, les 1 plus proche voisin, il va le prédire de quelle classe, les 2 plus proches voisins, etc. Donc ça c'est des questions que j'aime bien parce que, comme on va le voir quand je vais revenir sur tout le matériel, ce qui est important, c'est que vous connaissiez bien tous ces algorithmes d'apprentissage. Tous les algorithmes qu'on a vus, les cas plus proches voisins, les fenêtres de Parzen, c'est important de comprendre leur fonctionnement. Comme je vous l'ai dit au tout début de la classe, de manière être capable d'expliquer avec les mains une fenêtre de Parzen à voisinage dur, c'est juste, à travers chaque point de test, je vais faire une boule, puis je vais compter, je vais faire un vote de majorité parmi les points qui sont dans une boule de rayon R. Ça, c'est les fenêtres de Parzen à voisinage dur. Pour les cas plus proches voisins, c'est quoi la règle de décision, etc. Classifieur d'histogramme, si je vous donne un jeu de données comme ça, et puis je vous dis maintenant, vous prenez un histogramme avec, on va prendre l'espace comme ça, hop, que vous divisez en 4 cases. Dans le coup, ça donne quoi ? C'est quoi la prédiction que vous faites ici ? Donc ça, c'est vraiment une des choses importantes que je trouve qu'il est important que vous appreniez et puis qu'on teste pas mal dans l'examen, c'est votre connaissance globale de tous les algorithmes d'apprentissage qu'on a vus, un petit peu. Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Ça, c'est un point important. Et puis, tout ce qui a à voir, et qui est lié aussi, avec les questions de biais, variance, surapprentissage, sous-apprentissage, etc. Donc, pour chaque algorithme, vous devez plus ou moins savoir c'est quoi les hyperparamètres, c'est quoi qui contrôle la capacité de cet algorithme, c'est quoi le type de... Est-ce que c'est un algorithme linéaire, c'est quoi un algorithme linéaire, etc. Bon, on va repasser... Mais c'est ça. Donc en fait, généralement, il y a cette question vrai-faux. Puis après, on a un ou deux exercices qui rentrent un peu plus dans le détail. Souvent, on a un exercice sur le maximum de vraisemblance. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans le cours. Dans le genre de l'exercice que vous avez eu, où on vous donne une fonction de densité et on vous dit, voilà, c'est quoi la dérivation ici pour trouver le maximum de vraisemblance. Un exercice ou deux qui rentre un peu plus dans le détail d'un algorithme d'apprentissage, et puis des questions de connaissance globale. Comme ça, on vous demande de faire voir que vous avez compris les concepts du cours, puis de les appliquer. Par exemple, ici, l'exemple que je donnais, si on vous demande c'est quoi la classification d'un cas plus proche voisin, en quoi est-ce que K impacte le surapprentissage ou le sous-apprentissage, ce genre de choses, c'est les notions de base que vous devez avoir comprises. Ok. Des questions là-dessus, juste sur la structure de l'examen, ça va durer 2h30. Oui. C'est comme dans le quiz, si on a une mauvaise réponse, c'est toute la question qui sort. Il y a plusieurs options. Non, donc le vrai-faux, ça c'est vrai ou faux. Il n'y a que deux choix. Et là, c'est comme je vous l'avais dit, c'est en fonction de si vous avez... c'est ça. Si vous avez la bonne réponse ou pas. Pour les autres, on va regarder un peu plus... donc là, il n'y a rien qui est noté automatiquement.
c'est tout moi ou les démonstrateurs qui font la correction. Alors, donc c'est pas, on peut compter des points pour le raisonnement comme ça. Ouais. Oui. Est-ce qu'on a des questions encore écrire C'est possible. C'est quelque chose qui peut se passer. Alors après, si on vous demande d'écrire du pseudocode, on va pas vous enlever des points parce que c'est pas un pseudocode correct comme ça. L'idée, c'est juste que vous fassiez voir que vous avez compris comment l'algorithme fonctionne. Donc c'est possible qu'on vous demande d'écrire du pseudocode. Puis là, vous pouvez choisir le format que vous voulez, un espèce de faux Python ou écrire en français pour i qui va de 1 à 10. On n'est pas rigoureux là-dessus. Mais c'est possible qu'on vous demande des bouts de pseudocode comme ça. D'autres questions? La structure globale? Ça va ressembler aux anciens examens. Ça va ressembler pas mal aux anciens examens, oui. Comme je vous dis, les choses que vous pouvez être sûr, c'est la première question, c'est un vrai faux. Il va sûrement y avoir un truc sur le maximum de vraisemblance. Et puis, ouais. Puis après, le reste, c'est un peu plus ouvert. Ça porte sur tout le. Ben là, on va le voir quand on repasse sur le cours. Je vais le mentionner, mais ça porte sur tout le cours potentiellement. Mais après, vous voyez qu'il y a des choses sur lesquelles on a passé plus de temps que dans le cours que d'autres. Ouais. D'une certaine manière, la probabilité qu'il y ait quelque chose qui se retrouve dans l'examen est proportionnelle au temps qu'on a passé sur un sujet. Par exemple, le biais variance sur apprentissage, j'ai dû vous en parler pendant 20% du cours, comme ça, de manière éparse un peu partout, en plus de la semaine où on se concentrait là-dessus. Donc ça, c'est sûr qu'il va y avoir plein de questions qui vont porter à ça, là-dessus, sur les concepts de base. Ok? Très bien. Donc, ce qu'on avait vu dans le premier cours, hein, ça maintenant, on l'a vu plein de fois, ça devrait être très clair pour tout le monde. C'est quoi le problème de classification, de régression, la différence entre supervisé et non supervisé, classification multiclasse. Une bonne chose que vous pouvez faire aussi pour réviser, c'est revoir les quiz. Repasser sur les quiz, ça c'est une bonne manière de voir un peu les points importants, être sûr que vous avez bien compris toutes les questions. Donc là, bon, ça je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais c'est assez clair. Comment est-ce qu'on fait la différence entre supervisé et non supervisé? Est-ce qu'il y a des cibles? Est-ce qu'il n'y a pas de cibles? Régression, classification, etc. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Très bien. Et donc après, plus dans les buts de la terminologie, de l'apprentissage automatique, si rien de très important, enfin très important, c'est fondamental, mais on l'a vu tellement de fois comme ça que je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à répéter. Le cadre de l'apprentissage automatique, hein, on essaye d'apprendre une fonction f qui va de x dans y à partir d'un jeu de données. Donc se rappeler que, c'est ça, en fait, un algorithme d'apprentissage, c'est quoi? C'est quelque chose qui prend en entrée un jeu de données, puis qui renvoie une fonction, f. Okay. Il va être capable de prédire sur n'importe quel point d'entrée. Modèle linéaire, on va revenir dessus après. Cette notion, à vous rappeler qu'il y a des modèles qui peuvent prédire la probabilité de y sachant x. Donc là, toujours être capable de jongler un peu entre les deux. Pour tous les modèles, ça c'est une question intéressante que vous pouvez vous dire. Tous les modèles que je connais, est-ce qu'il y a une manière facile de prédire une probabilité d'appartenir à une classe plutôt que simplement à un label? Par exemple, si j'ai les cas plus proches voisins, est-ce que vous savez comment estimer cette probabilité plutôt que directement prédire? Bah oui, vous pouvez regarder la proportion dans le vote majoritaire. Est-ce que tous les voisins étaient d'accord pour prédire une classe? Ou est-ce qu'il y en avait 4 sur 7 qui étaient d'accord? Ça vous donne une approximation de la confiance de votre classifieur. Donc pour tous les classifieurs, vous pouvez... En fait, je vous encourage à faire ça, à vous poser des questions relativement simples, comme celle-ci. Comment est-ce que je peux... C'est quoi les classifieurs pour lesquels je peux faire ça? Prédire une probabilité et comment je le fais? On en a parlé un peu à chaque fois. Ça vous permet de revisiter un peu votre compréhension des algorithmes d'apprentissage qu'on a vus. Ok, donc la représentation vectorielle des données. Pas grand-chose à voir là-dessus. C'est ça. Donc ça, c'était vraiment l'introduction. La taille d'un problème d'apprentissage. On vous demande la complexité de quoi? La complexité d'un problème d'apprentissage, ça dépend de quoi? Ça dépend de la dimension de l'entrée, de la dimension de la sortie. Donc la dimension de la sortie, ça va être le nombre de classes pour un problème de classification. Et puis bien sûr, le nombre d'exemples. Très bien. Puis on était arrivé à cette vision ici de notre jeu de données comme simplement une table, un tableau où on allait avoir une matrice. On l'a vu dans plusieurs algorithmes aussi, hein, qu'on va souvent rassembler tous nos exemples d'entrée dans une matrice X et puis toutes nos sorties dans un vecteur Y. Et on avait cette représentation vectorielle, ça c'est un peu l'idée. Hein, donc ça c'est vraiment un exemple typique, ce genre d'image là. Si je vous donne quelque chose comme ça et je vous dis ça va ressembler à quoi? La frontière de décision, il y a tellement de questions qu'on peut poser juste sur une image comme ça. Ça va être quoi la prédiction de tel ou tel classifieur?
est-ce que ce jeu de données est linéairement séparable? Qu'est-ce qui va se passer si j'entraîne le perceptron là-dessus? Donc, si j'entraîne le perceptron là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous vous rappelez? Essayez de réfléchir juste à ça. Ah, c'est une question d'examen, ça, vous savez répondre? Qui sait répondre? Si je vous demande, qu'est-ce qui va se passer si je fais tourner le perceptron sur cet ensemble d'apprentissage? Est-ce qu'il y en a qui ont une réponse claire? Levez la main si vous avez une réponse. En personne? Si? Qu'est-ce qui va se passer? Je dirais que ça fait comme une régression linéaire. Le perceptron, comme une régression linéaire, le perceptron, c'est un algorithme de classification. Donc le perceptron, ça va prendre un modèle linéaire, mais le perceptron, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il va converger si et seulement si, quoi? Exactement. Ok. Rappelez-vous, le perceptron, c'est un algorithme, donc ça, vous pouvez commencer à essayer de vous rappeler, le perceptron, c'est quoi? C'est un algorithme itératif où à chaque fois, on va prendre un exemple, puis si on a fait une erreur, on va corriger l'erreur. Ok. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Le perceptron, il va à chaque fois trouver une erreur et la corriger. Donc en fait, la réponse que j'attendais, c'est il ne va pas converger. L'algorithme du perceptron sur ce jeu de données ne va pas converger. Pourquoi? Parce que le jeu de données n'est pas linéairement séparable. Mais effectivement, le perceptron, c'est un algorithme de classification linéaire. Si le jeu de données avait été linéairement séparable, on aurait trouvé un hyperplan séparateur. D'accord? Okay. Très bien. Donc ça, c'était un peu les idées, les images à avoir en tête pour un algorithme de classification. Puis la même chose pour la régression. Ça, c'est un exercice qu'on avait mis dans des... je ne sais pas si on va remettre quelque chose du genre cette année, mais il y a eu des années où une des questions, c'est je vous donnais un nuage de points comme ça, puis je vous demande, tracer à main levée comme ça, à quoi ressemblerait la fonction apprise par une régression linéaire, une régression polynomiale de degré 2, une régression polynomiale de degré 20, une régression à base d'histogrammes, etc. Okay, donc tout ça, c'est vraiment le genre d'exercice à avoir en tête, même s'il n'y a pas ça dans l'examen, c'est quelque chose qui va vous faire revisiter vraiment votre compréhension des algorithmes. Donc pour tous les algorithmes de régression qu'on a vus et tous les algorithmes de classification qu'on a vus, essayez de vous dire, est-ce que je sais qu'est-ce que ça va donner sur ce jeu de données? Est-ce que je suis capable pour un point de test de prédire qu'est-ce que l'algorithme va avoir appris ou de tracer la frontière de décision? Pareil sur un problème de régression, est-ce que je suis capable de tracer à la main quelque chose qui ressemble à ce que va apprendre une régression linéaire? Okay. Donc ici, si je fais une régression linéaire, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à la droite qui passe par tous les points. Okay. Une droite comme ça ici. On va se retrouver avec un truc. Hop, pardon. Donc ça, c'est une régression linéaire de la forme y égale ax plus b. Maintenant, si je vous dis, qu'est-ce qui va se passer si vous apprenez une fonction de régression linéaire, mais sans terme de biais? Y égale ax. Est-ce que vous savez? Donc réfléchissez, 2 secondes, 30 secondes. Donc ça, ce que j'ai fait en bleu, c'est un modèle linéaire, une régression linéaire. Maintenant, si je vous dis, j'ai un modèle de régression linéaire, mais je ne mets pas de biais. Est-ce que vous savez à quoi ça va ressembler? Pardon? Ça passe par l'origine, et vous disiez, ça va passer par l'origine. Ça va passer par l'origine, mais ça ne va pas être juste une translation de cette droite, bien sûr. Parce que là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va trouver la meilleure droite en termes de minimiser l'erreur quadratique, donc être le plus près des points. Mais quand j'ai ça, ça veut dire que je passe par 0. Donc je vais me retrouver avec un modèle peut-être qui ressemble à ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment tout ce genre de petites questions comme ça. Je pense que c'est une très bonne manière pour vous de revoir le cours. Donc regardez des petits exemples comme ça, puis vous dire ça va ressembler à quoi tel ou tel classifieur. Okay. Et puis, on va en reparler quand je vais arriver sur le cours sur le surapprentissage, mais aussi vous dire ça va ressembler à quoi un surapprentissage comme ça. Si je vous dis faites un noyau polynomial de degré 1 là-dessus, donc un modèle linéaire de degré 10, où est-ce qu'on va avoir du surapprentissage, du sous-apprentissage, etc. etc. Très bien. Donc ça, c'était le tout premier cours. Ensuite, les méthodes à base de voisinage. Là, c'est pas mal ça. Comme je vous l'ai dit, donc on avait la formalisation. La formalisation, on l'a vu tellement de fois, comme ça j'ai répété ça plein de fois, mais l'idée, c'est qu'on a un jeu de données qui est généré par une distribution inconnue, P de Z. Okay.
on fait l'hypothèse que les données sont indépendamment et identiquement distribuées. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce que ça veut dire, indépendamment et identiquement distribuées. Identiquement, c'est facile, c'est juste qu'on se dit toutes mes données, elles viennent de la même distribution. Et indépendant, très important, ça veut dire que c'est des réalisations indépendantes. On peut voir ça comme des réalisations de différentes variables aléatoires qui sont toutes distribuées suivant la même distribution et qui sont indépendantes les unes avec les autres. Ça, c'est très important. Pourquoi ? On va en reparler quand on va faire l'estimation de densité, mais rappelez-vous, la distribution jointe, comme ça, quand on veut faire la maximisation de la vraisemblance, la distribution jointe sur mes ZI, c'est égal au produit des distributions individuelles sur chacun des ZI. Et ça, c'est crucial dans plein d'algorithmes, notamment quand on fait le maximum de vraisemblance. Okay, on va revoir ça un peu plus tard. Très bien. Donc la définition d'indépendance, ça veut dire quoi que des variables aléatoires sont indépendantes? Ok, 3 familles de problèmes, classification binaire, multiclasse, régression, estimation de densité. Tout ça, ça doit être clair, on en a beaucoup parlé. Exemple de classification, ok. L'algorithme des cas plus proches voisins, donc ici, comme je vous le disais, pour tous ces algorithmes, en repassant dessus, essayez de vous rappeler, et pour tous les algorithmes, vous devrez être capable de le résumer en 1 minute, 2 minutes comme ça, à la main, expliquer comment ça marche. Et les cas plus proches voisins, très facile. Qu'est-ce qu'on fait pour un point de test? On regarde les cas plus proches voisins, puis on fait un vote de majorité. Okay. Pour chacun de ces algorithmes, essayez de vous dire, tiens, c'est quoi les paramètres? C'est quoi les hyperparamètres? Qu'est-ce qui contrôle la capacité de mon modèle? Donc ici, bien sûr, il n'y a pas de paramètres dans les cas plus proches voisins. L'hyperparamètre, le seul, c'est K, et il contrôle la capacité. Plus K est petit, plus mon modèle a de capacité, plus je collé aux données. Parce que quand K est très grand, à l'extrême, si K est égal au nombre de points dans mon ensemble de données, ou plus grand, je vais juste toujours prédire la classe majoritaire. Mais pour tous les algorithmes, essayez de réfléchir un petit peu à ça. C'est quoi les cas extrêmes? Comment est-ce que K impacte ma prédiction, etc. Okay. Et c'est quoi les relations entre les différents algorithmes? Là, on va parler des fenêtres de Parzen après. Est-ce qu'il y a une manière dont je peux formaliser les cas plus proches voisins comme un cas particulier des fenêtres de Parzen? Tout ça, c'est des manières vraiment de comprendre, je pense, de développer une compréhension vraiment fondamentale de ces algorithmes. Très bien, donc la frontière de décision des cas plus proches voisins. Est-ce que les cas plus proches voisins, c'est un modèle linéaire? Non. Okay. Est-ce qu'il y a un cas où les cas plus proches voisins, ça va devenir un modèle linéaire? Est-ce qu'il y a une valeur de cas pour lequel les cas plus proches voisins, c'est un modèle linéaire? Si on prend K le plus grand possible, au final, j'ai un prédicteur constant qui prédit tout le temps la classe majoritaire. Donc ça, c'est... Après, c'est une bonne question. Est-ce que ça, c'est un classifieur linéaire? Tiens. C'est pas... non, mais c'est-à-dire que c'est comme si on avait l'hyperplan qui était à l'infini, comme ça. C'est un peu bizarre, en fait. Mais dans le coup, on va retrouver... On ne peut pas vraiment appeler ça un hyperplan. C'est pas une bonne question, en fait. Je ne vous mettrai pas ça comme question d'examen. Mais c'est une question intéressante. Mais c'est vraiment comme ça que je réfléchis à beaucoup de ces algorithmes. C'est essayer de voir dans les cas extrêmes, comme ça. Mais donc ici, on pourrait imaginer que c'est un classifieur linéaire d'une certaine manière, mais en vrai, on ne peut pas trouver un hyperplan tel que... Classification linéaire dans le sens comme régression linéaire. Je veux dire, on prend une moyenne, c'est juste qu'on n'a pas de pente qui... Ouais, mais si on repense, c'est là où, tu vois, je me dis, si on revient à ce qu'on a vu en cours, c'est quoi la définition d'un classifieur linéaire? Puis on va y revenir. C'est quelque chose qui est écrit comme le signe de W transpose X plus B. Est-ce que je peux trouver un W et un B tel que le signe de W transpose X plus B est toujours plus? En vrai, non. Je dois prendre W qui tend vers l'infini. Et donc, ouais. Mais donc, ce n'est pas une question qui est bien posée. Je ne vous demanderai pas ça en examen. Très bien. En régression, allez, donc les cas plus proches voisins, on peut faire ça aussi pour un problème de régression. Rappelez-vous l'idée, et pour tous ces méthodes à voie de voisinage, c'est toujours basé sur une espèce de vote de majorité. Puis ça dépend qui c'est qu'on fait voter et quel poids on met sur les votants. Mais grosso modo, ça va toujours être une espèce de vote de majorité. Dans le cas de la classification, c'est juste un vote, et dans le cas de la régression, c'est une moyenne pondérée
des labels de prédiction. Okay, mais les principes de base sont les mêmes. Ici, les cas plus proches voisins, c'est pareil, je prends les cas plus proches voisins, et puis je prédis la moyenne des labels associés aux cas plus proches voisins. D'accord? Très bien. Méthode à base d'histogramme, pareil, comment est-ce que ça marche? C'est quoi les limitations de ces méthodes? C'est quoi les avantages? Donc l'idée était très simple. On va prendre notre espace et le diviser en cases. D'accord? Des cases, des régions, toutes de la même taille. Ici, on n'est pas dans les arbres de décision. Rappelez-vous les arbres de décision qu'on a vu un peu plus tard dans le semestre, où là, on va avoir quelque chose d'un peu similaire, mais c'est comme si on apprenait de manière adaptive la forme des cases. Non, ici, c'est bête et méchant. On divise l'espace en cases régulières. Pour chaque axe, on choisit un nombre de cases. Et puis, on découpe l'espace et on fait un vote de majorité dans chaque case. Okay? Le problème de cet algorithme, c'est quoi? C'est que quand on commence à aller dans de plus grandes dimensions, la plupart des cases sont vides. C'est le fléau de la dimension. Okay? Pour la régression, pareil, sauf que plutôt que faire un vote de majorité, on fait une moyenne des labels dans la case. Okay? Donc ça, là, cette image ici, c'est quelque chose que vous devez être capable de reproduire. Je vous donne un jeu de données, je vous dis, on fait une méthode d'histogramme avec 5 cases, à quoi ressemble mon classifieur? Je veux voir quelque chose comme ça. Est-ce que ça, c'est un modèle linéaire? Non. C'est un modèle qui est linéaire par morceau, même constant par morceau. Okay? Mais ce n'est pas un modèle linéaire. Très bien. Donc les limitations, le fléau, la dimension. Et puis on avait vu les fenêtres de Parzen. Les fenêtres de Parzen, qui est une espèce de formulation plus générique qui rassemble plein de méthodes à base de voisinage. On peut retrouver les cas plus proches voisins comme un cas de ceci. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre, pour une classification, on prend f de x, c'est le signe d'un vote pondéré de tous les labels. Donc ici, le vote pondéré, la manière de l'écrire mathématiquement, c'est comme tous mes YI sont soit moins 1 ou plus 1, je vais juste sommer les YI, et là je somme parmi tous les exemples de l'ensemble d'apprentissage. Mais pondéré par une certaine fonction K, qui est capable de mesurer, d'une certaine manière, la similarité entre X et XI. Okay? Et donc, c'est un vote pondéré de tous les points de l'ensemble d'apprentissage. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver les cas plus proches voisins avec ça? On va choisir un noyau qui dit, je suis égal à 1, si et seulement si, XI est parmi les cas plus proches voisins de X, dans mon ensemble d'apprentissage. Et 0 sinon. Donc ça, c'est un exemple de noyau. L'autre exemple de noyau dont on avait parlé, c'est les fenêtres de Parzen à voisinage dur. Donc ça, c'est important. Vous devez, si on vous demande sur un jeu de données, comme je montrais tout à l'heure, vous avez des points plus, vous avez des points moins, et je vous donne un axe comme ça, où c'est clair, 0, 1, 2, là, on a une échelle, comme ça. Et je vous dis, pour un point de test, il se trouve, disons, est-ce que je vais mettre mon point de test ici? C'est quoi le prédicteur des fenêtres de Parzen avec un rayon de taille 1? Donc ici, la fenêtre de Parzen à voisinage dur. Pardon. Ça va être, je prends une boule de rayon taille 1, et puis je vais regarder le nombre de points qui tombent dans cette boule, et je vais faire un vote de majorité. Donc ici, je vais prédire la classe moins. Okay. Mais donc les fenêtres de Parzen à voisinage dur, l'idée c'est, on va mettre un poids de 1 pour tous les points qui sont à une distance plus petite que, je vais appeler ça comment ici, R? Oui, plus petite que R de mon point de test. Okay? Et 0 pour les autres. Donc ça revient à faire un vote de majorité à l'intérieur d'une boule de rayon R, autour du point de test. Et puis le noyau gaussien, qui était le plus utile, le plus populaire peut-être, c'est où on avait cette formule ici. On voyait que l'idée importante, c'est ce qui était en rouge. On va mesurer la distance, la similarité entre xi et x en utilisant cette exponentielle de moins la distance au carré entre les deux. Donc ça, c'est comme placer une petite gaussienne sur mon point x avec variance sigma carré et puis aller voir quel poids ça donne à tous les points. Okay. Très bien. Oui, donc très important, c'est quoi l'effet de quand on a un noyau gaussien, ou même pour tous ces, le R aussi, ces hyperparamètres, comment est-ce que ça va impacter le compromis entre surapprentissage et sous-apprentissage? Comment ça contrôle la capacité?
Est-ce que c'est clair tout ça? Ouais. Très bien. Puis là, après, c'est les détails de comment est-ce qu'on... C'est toujours la même idée. Comment est-ce qu'on formalise ça mathématiquement dans le cadre d'une classification multiclasse? L'idée, conceptuellement, est toujours la même. Hein. C'est toujours un vote de majorité. Juste ici, il faut vous rappeler, c'est des astuces qu'on a utilisées plusieurs fois, des notations, il faut que vous les compreniez. Où est-ce que je suis ici? Hein, pour faire un vote de majorité, pour un problème de classification multiclasse, une manière d'écrire ça mathématiquement, c'est de se dire on va utiliser un one-hot encoding, un encodage one-hot pour les classes. Et puis le vote de majorité, on va faire une moyenne pondérée de ces one-hot, là, de ces encodages one-hot. Et puis on va prendre l'argmax, c'est-à-dire la composante maximale de ce vecteur. Hein, on a vu ça plein de fois. Vous ne devez pas être perdu si on vous propose, si on vous montre quelque chose comme ça. Si on vous parle d'encodage one-hot et de prendre un argmax, vous devez savoir ce que ça veut dire dans le contexte d'un problème de classification multiclasse. Très bien. Puis pour la régression, c'était la même chose. On faisait une moyenne pondérée. Et ici, c'était important que nos poids, ils somment à 1. C'est pour ça qu'on avait ce terme de normalisation. Rappelez-vous, notre fonction noyau, elle ne va pas nécessairement sommer à 1 pour tous les points x quand je commence à sommer sur tous les points de mon ensemble d'apprentissage. Et ça va être important parce que quand on fait ici, ce qu'on veut, c'est une sorte de moyenne pondérée. Et une moyenne pondérée dans le sens où tous mes poids, ils vont sommer à 1 pour être positifs. Okay. Très bien. Bon, ça, c'était des rappels. Hein. C'est quoi une fonction de densité? Vous devez savoir ça, mais ça, c'est même quelque chose que vous devez savoir avant de prendre ce cours. Une fonction de densité, c'est une fonction positive qui intègre à 1. Et quand on a une distribution sur une variable continue, la probabilité que x appartienne à un certain sous-ensemble, c'est l'intégrale de ma fonction de densité sur ce sous-ensemble. Okay, comme ça, je ne rentre pas dans les détails. Ici, vous avez eu en plus à travailler là-dessus dans votre devoir. Très bien. Des questions là-dessus? Non. Et ensuite, on avait l'estimation de densité. C'est ça, avec les méthodes à histogramme. Donc ça, c'était facile. L'idée, c'était, on avait pareil. On va découper notre espace en cases. Et puis, on va vouloir avoir une fonction de densité qui est proportionnelle au nombre de points dans chaque case, grosso modo, à la proportion des points dans chaque case. Et donc pour ça, ça correspondait simplement à compter les points dans chaque case. Et puis ensuite, à normaliser, parce que ce qu'on voudrait dire, c'est f de x est égal à 2 sur 16 ici, 4 sur 16 ici, 3 sur 16 ici, 2 sur 16 ici et 5 sur 16 ici. Mais si on fait ça, je n'ai pas une fonction qui intègre à 1 sur l'ensemble. J'ai bien une fonction qui est positive, mais elle n'intègre pas à 1. Et on veut que ce soit une fonction de densité. Donc c'est pour ça qu'on divise par h ici, où h c'est la longueur. Dans le cas d'une dimension, c'est la longueur. En deux dimensions, ça va être l'air. Et plus généralement, ça va être le volume d'une case. Ça, c'est juste pour que ça intègre. D'accord? Ok. Et puis les fenêtres de Parzen. On l'a vu pour les fenêtres de Parzen ici. C'était un peu la même idée. Hein, la fonction, ça allait être quoi? Ça allait être la moyenne de notre noyau appliqué à tous les points. Mais là, c'était important pour faire de l'estimation de densité avec les fenêtres de Parzen. Il faut que notre noyau, il ait certaines propriétés. Parce qu'on veut que notre fonction f de x, ici, ce soit une densité à la fin. D'accord? Donc pour ça, pour s'assurer que ça soit une densité, il faut que notre noyau soit tel que, pour n'importe quel point de l'espace d'entrée z, quand je fixe le premier argument de ma fonction noyau, ce que je récupère, c'est une fonction de densité. D'accord? Donc ça, intuitivement, il faut dire, c'est vraiment une moyenne de fonction de densité. Grosso modo, il faut que cette chose-là, quand je le vois comme une fonction pour laquelle j'ai fixé xi, donc je fixe xi, puis je fais varier cette variable, ça, il faut que ce soit une fonction de densité. Puis dans le coup, je fais une moyenne de fonction de densité. Donc une moyenne de fonction de densité, c'est une fonction de densité. Ça, si ce n'est pas clair, vérifiez. C'est facile à prouver. Comment ça se fait qu'une moyenne de fonction de densité, c'est une fonction de densité? Vous pouvez vérifier facilement que ça va être positif et puis que ça va intégrer 1. D'accord? Ok. Donc ici, ce qui est important, c'est de connaître tous ces algorithmes, savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Là, on vient déjà de résumer tout ça. Okay. Très bien. Et puis ensuite, on arrive sur ce cours, un des cours les plus importants comme ça, sur le sous-apprentissage, sur-apprentissage. Et donc là, on avait vu tous ces concepts
On a eu plein de concepts très importants qu'on a revisités au fur et à mesure, plein de fois pendant le cours. Mais on a notamment défini c'était quoi les fonctions linéaires, constantes, polynomiales. Ça, c'est toujours des exemples à avoir en tête. Ces fonctions polynomiales, notamment, pour moi, c'est vraiment une des manières les plus simples d'illustrer et d'être sûr que vous ayez bien compris les notions de surapprentissage, sous-apprentissage, biais, variance. Quand on commence à regarder un polynôme de degré 10, comment il va se comporter, si j'ai un nouveau jeu de données, à quel point le prédicteur va varier entre deux jeux de données, ou à quel point je vais être capable d'apprendre mes points, de fitter mes points complètement. Donc, on va revisiter ça avec nos exemples. Mais c'est ça, cette figure ici, de ces différentes classes de fonctions, linéaires, polynôme de degré 2, polynôme de degré 10, comment ça impacte le surapprentissage, le sous-apprentissage, comment mon modèle va se comporter sur des nouveaux points, etc. Donc, très bien. Donc là, on avait vu les modèles linéaires, mais ça en reviendra quand on a le cours sur les modèles linéaires. Très bien. Et donc, l'idée d'un algorithme d'apprentissage, vous avez vu, c'est souvent 3 phases. Choix d'une famille de fonctions, puis ensuite, on va avoir une fonction, on va choisir une fonction de coût. Donc ça, on a vu ça plein de fois. Fonction de coût qui va évaluer la qualité de ma prédiction. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on va être capable de calculer la moyenne de la fonction de coût sur l'ensemble d'apprentissage. Ça, vous savez maintenant que c'est ce qu'on appelle le risque empirique, l'erreur d'entraînement. Et on va minimiser ça sur notre ensemble d'apprentissage. Très bien. Donc après, différentes fonctions de coût. On avait parlé le coût de la classification, le coût charnière, etc. Et donc là, très important, le vrai risque et le risque empirique. Donc c'est quoi la définition du vrai risque? C'est quoi le Graal dans l'apprentissage automatique? Dans le cadre formel statistique de l'apprentissage automatique, c'est on a cette distribution inconnue, on a des données qui sont tirées ID suivant P, et ce qu'on essaye de minimiser, là, c'est cette quantité-là, c'est le vrai risque, qui est l'espérance par rapport à cette distribution inconnue de ma fonction de coût, appliquée à ma prédiction. D'accord? Donc on va trouver le F, idéalement, qui minimise cette quantité. Ça, c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais bien sûr, on n'a pas accès, on ne connaît pas cette distribution, tout ce qu'on a, c'est un échantillon qui est tiré IID depuis cette distribution inconnue. Et donc, nous, le seul proxy qu'on ait pour minimiser le vrai risque, c'est ce risque empirique, okay, qui est la moyenne de ma fonction de coût sur mon ensemble d'apprentissage. Et puis là, on avait vu toutes ces idées vraiment. Donc ça, c'est important que vous compreniez bien. On l'a revisité plein de fois. C'est quoi? Pourquoi est-ce que... Donc, si on n'a pas utilisé notre jeu de données pour choisir F, alors le risque empirique, c'est un estimateur non biaisé du vrai risque. Okay? Parce que là, c'est juste une moyenne de réalisation de variables aléatoires IID qui ont été tirées suivant cette distribution inconnue P. Mais bien sûr, si j'ai utilisé D pour choisir F, alors là, on est en train de violer cette hypothèse qu'on a des données qui sont IID et qui ont été choisies indépendamment du choix de ma fonction. On se rend bien compte ici que dans notre risque empirique, si on utilise le risque empirique, si on choisit la fonction pour minimiser ce risque empirique, on n'a plus que ça, c'est un estimateur non biaisé du risque de F. Et donc ça, l'idée, c'est vraiment de voir que si j'ai un polynôme de très grand degré, je vais être capable de coller exactement à mes données, et d'avoir un risque empirique égal à 0. Et on voit bien que dans ce modèle-là, si j'ai un polynôme qui bouge dans tous les sens, le vrai risque de la fonction, c'est pas 0. Très bien. Et donc on avait parlé du principe de minimisation du risque empirique. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut que vous compreniez bien, que vous revoyez. Mais on en a parlé tellement de fois que je pense que c'est clair. Mais donc, le principe de minimisation du risque empirique, on va trouver le minimiseur du risque empirique sur notre ensemble d'apprentissage, mais le risque empirique qu'on a obtenu avec le classifieur qu'on a appris, ce n'est pas un bon estimateur du vrai risque, comme on l'avait vu ici. Donc la solution, c'est quoi? On va avoir un autre jeu de données, le jeu de données de test, qui lui va nous permettre d'estimer le vrai risque du minimiseur du risque empirique. C'est clair tout ça? Ouais. Très bien. Et puis on avait vu maintenant, une des questions, c'est si j'ai plusieurs modèles.
comment est-ce que je choisis le meilleur modèle? Je ne peux pas choisir le modèle qui a le meilleur risque empirique, qui a la meilleure erreur d'entraînement. Là, je vais juste choisir le modèle qui surapprend. Donc, comment est-ce que je fais? Donc ça c'est ici. Je vais séparer. Attendez, où est-ce que je suis parti? Voilà. Je vais séparer mon jeu de données en apprentissage et validation. Okay, puis pour chaque algorithme possible, je vais l'entraîner sur la partie d'apprentissage, puis je vais calculer l'erreur sur mon ensemble de validation. Puis je vais choisir celui qui a la meilleure erreur de validation. D'accord? Okay. Il y avait une question dans un des examens que je vous ai donné comme exemple, là, qui demandait comment est-ce que le nombre de comment est-ce que le nombre de modèles que je teste va affecter le biais du risque du classifieur choisi sur l'ensemble de validation. Donc on sait que le minimiseur du risque empirique, si je regarde le risque, je prends un modèle que j'apprends sur l'ensemble d'apprentissage, le risque empirique de ce modèle sur l'ensemble d'apprentissage, il est biaisé. Ça c'est clair. Maintenant, si on se place à un niveau un peu plus haut, je fais la sélection de modèles. J'ai 10 algorithmes que je compare les uns avec les autres, je les entraîne sur mon ensemble d'apprentissage, je calcule l'erreur de validation et je choisis le modèle qui minimise l'erreur de validation. Okay. Est-ce que le risque empirique de ce modèle calculé sur l'ensemble de validation, est-ce que ça, c'est un estimateur non biaisé du vrai risque de ce classifieur? Est-ce que la question elle est claire? Vous faites votre procédure de validation. À la fin, vous avez choisi le meilleur classifieur parmi ceux que vous avez testés. Maintenant, je vous demande, donc ça c'est quoi? C'est où est-ce qu'il est? C'est celui-là, F étoile. Est-ce que le risque empirique de F étoile sur des valides, des val, est-ce que ça, c'est un estimateur non biaisé du vrai risque? Donc est-ce que l'espérance de ça, c'est égal à ça? Juste à l'idée, sans rentrer dans la formulation mathématique, est-ce que c'est un estimateur non biaisé? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Qui c'est qui pense que c'est un estimateur non biaisé, ça? Le risque empirique de la fonction que j'ai choisie sur l'enjeu de validation, qui c'est qui pense que c'est un estimateur non biaisé du vrai risque? Qui c'est qui pense que c'est un estimateur biaisé du vrai risque? Bien, c'est un estimateur biaisé du vrai risque. Okay. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Vous pouvez imaginer, dans le coup, comment vous pouvez voir ça? C'est pas dur en fait. On revient au principe de base, c'est le risque, où est-ce qu'on était ici? Le risque d'une fonction, le risque empirique d'une fonction, peu importe ma fonction, ici, sur un jeu d'entraînement, sur un jeu de données, pas un jeu d'entraînement, sur un jeu de données, ça va être un estimateur non biaisé si et seulement si, en aucune manière, j'ai utilisé mes données pour choisir F. C'est ça la règle. Dans le cas de l'ensemble de validation, est-ce que j'ai utilisé mon ensemble de validation pour choisir F? Bah oui. Je ne l'ai pas choisi pour l'entraîner, mais je l'ai utilisé pour choisir F parmi 10 algorithmes possibles. Okay. Donc ça va vous donner un estimateur biaisé. C'est un peu la manière très simple d'arriver à ce raisonnement. Okay. Ça, c'est aussi un conseil que je peux vous donner pour certaines questions. Après, ça dépend de chacun, chacune, mais des fois, on peut avoir tendance à aller direct vers la formulation mathématique, de c'est quoi un estimateur biaisé, non biaisé, etc. Toujours aussi essayer de réfléchir de manière beaucoup plus loose comme ça, beaucoup plus conceptuelle. Des fois, la solution, elle va apparaître plus clairement si vous commencez à réfléchir en termes, sans rentrer dans les maths et les définitions, mais plus les principes de base. C'est quoi la règle de base qu'on a dit pour avoir un estimateur non biaisé du vrai risque? Il faut ne pas avoir utilisé du tout mes données. Donc ça, c'est quelque chose de conceptuellement simple pour vous demander, pour arriver à la réponse à cette question. Très bien. Donc ça, la procédure de validation, il faut connaître. La validation croisée, facile. J'ai l'impression que j'ai sauté quelque chose. Non, le principe de minimisation du risque empirique, on est bon. Pourquoi est-ce que le minimiseur du risque empirique, c'est un estimateur biaisé? Vous devez comprendre ça intuitivement. Et le contrôle de capacité, ça c'est quand on arrivait à la notion de sélection de modèles. Et donc ici, un transparent comme celui-là, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus, mais il y a tellement de concepts importants qui sont ici,
sur la notion de surapprentissage, de sous-apprentissage. Hein, c'est vraiment cette idée entre mon ensemble d'apprentissage, mon ensemble de validation ou mon ensemble de tests. Ici, pour l'instant, c'est juste apprentissage et test. Mais ça illustre très bien les problèmes de sous-apprentissage, surapprentissage. Pour moi, ça, c'est vraiment la figure à avoir en tête et à comprendre. Hein, un modèle à faible capacité, ici, comme mon modèle linéaire, il va sous-apprendre sur l'ensemble d'apprentissage. On ne va pas avoir une bonne erreur, on ne va pas avoir un bon risque empirique et on ne va pas avoir un bon risque de test. À l'inverse, ici, quand on a une capacité trop grande, on se retrouve avec un modèle qui surapprend, donc il ne va pas bien prédire sur des exemples de tests. Et puis, tout à droite, la capacité optimale. Et comment est-ce qu'on choisit le modèle de capacité optimale? C'est ce qu'on vient de dire, on utilise le processus de validation. Okay. Très bien. Processus de sélection de modèle. Donc ça, c'est pareil, c'est une question facile, on la met de temps en temps. Je vous donne un algorithme d'apprentissage, puis grosso modo, je donne même ça aux étudiants des fois au doc. Donc ils ont les examens au doctorat et les examens prédoctoraux. Il y a l'examen prédoctoral 2, c'est un examen écrit pour les étudiants du DIRO. Et ceux qui sont au MILA, qui font de l'apprentissage automatique, ils ont une section spéciale. Chaque étudiant a une section, un examen qui correspond à sa spécialité de recherche. Et donc au MILA, on a un examen avec des questions sur l'apprentissage automatique. Il y a des choses qui sont très très complexes sur les réseaux de neurones, etc. Mais je leur pose souvent aussi des questions de base comme ça. Donnez-moi l'algorithme des cas plus proches voisins. Faites-moi un plot en fonction du nombre de voisins, à quoi devrait ressembler l'erreur d'apprentissage, l'erreur de test, où est-ce qu'on a du surapprentissage, où est-ce qu'on a du vraiment juste faire cette figure exactement. Okay. Donc ça, on peut vous demander ça, vous devez être capable. Si je vous demande ça pour les cas plus proches voisins, à quoi ça ressemble? Ça doit être assez rapide pour vous de faire cette figure. Maintenant, je vous demande la même chose pour un polynôme, pour une régression polynomiale de degré P. Comment est-ce que ça va changer la figure? Ça va juste la flipper en fait. Comme ça, parce que K, plus je descends K, plus j'augmente la capacité. Alors que P, plus j'augmente P, plus j'augmente la capacité. Donc ça flippe juste l'image. Et ça, c'est des choses, ça doit être quasiment automatique, comme ça. Alors, quasiment automatique. Hein. Vous réfléchissez 2-3 minutes pour chaque algorithme. Ok, si on me demande de faire en fonction de cet hyperparamètre qui contrôle la capacité, comment est-ce que ça va évoluer? C'est où le sous-apprentissage, c'est où le surapprentissage? D'accord? Ok. Très bien. C'est clair. Paramètres et hyperparamètres. Okay. Et puis alors l'autre facette de ce sous-apprentissage, surapprentissage, qui est très important, dont on a parlé beaucoup, qui est une autre manière un peu duale comme ça, de réfléchir à cette notion de surapprentissage et de sous-apprentissage, c'est ce biais variance. Hein. La notion de biais, rappelez-vous, ça on en a parlé plusieurs fois, ici, puis après, il y a 2-3 semaines, quand on a parlé des méthodes d'ensemble. Mais cette figure ici, c'est pareil, c'est quelque chose à avoir en tête. On a l'espace de toutes les fonctions. On a la fonction idéale. La fonction idéale, c'est quoi? Hein, là, on revient sur les principes de base. C'est le minimiseur du vrai risque. Okay? Si j'avais accès à la distribution inconnue et que j'avais accès à toutes les fonctions possibles du monde, bah ça, c'est le mieux que je puisse faire, d'une certaine manière. Okay? Ça, c'est mon F étoile. Et puis, j'ai une première source d'erreur qui apparaît, qui est celle que j'ai choisi une famille de fonctions. J'ai choisi, par exemple, les polynômes de degré 2. Donc là, déjà, la meilleure chose que je peux faire ici, le minimiseur du vrai risque, c'est toujours quelque chose que je ne peux pas calculer, hein, mais le minimiseur du vrai risque à l'intérieur de cette classe de fonctions que j'ai choisie, ça va me donner ce F étoile ici, F. Et déjà, ici, j'ai une première source d'erreur. Il se peut que la classe de fonctions que j'ai choisie ne soit pas assez expressive pour aller trouver la meilleure fonction possible. Okay? Typiquement, mes données, elles ont été générées, si on revient à l'exemple d'avant, là, mes données, elles ont été générées par un modèle quadratique plus un epsilon. C'est un bruit. Bah là, typiquement, si j'ai quelque chose, hop là, comme ici, un modèle linéaire, bah là, je suis exactement dans le cas où mon F étoile il est à l'extérieur de ma classe de fonction. Par contre, si j'ai un modèle comme ça, même s'il a trop de capacité, ce terme de biais, il n'y a pas de problème. Ma fonction, effectivement, la meilleure fonction possible, serait cette fonction bleue ici, qui est celle qui a été utilisée pour générer les données, qui ont été bruitées par la suite. Ça, cette fonction bleue, c'est la meilleure fonction possible. Bah dans ce cas, elle est dans ma classe de fonction, là. Le F étoile, il est à l'intérieur de la classe F. Ok? Ok. Donc ici, dans l'exemple qu'on vient de voir, il se peut que ma classe de fonction, elle ressemble à ça. Et qu'on n'ait pas de problème de biais. Okay. Donc ça, c'est la première source d'erreur. Puis la deuxième source d'erreur, ça, c'est la variance. C'est le fait qu'on n'a pas accès, on ne peut pas calculer cette chose-là. Parce que la distribution inconnue, on ne la connaît pas. On a accès à quoi? On a accès à un jeu de données, DAP.
Et donc, bien sûr, le minimiseur du risque empirique, ça ne va pas être exactement le minimiseur du vrai risque. Sauf dans la limite où j'ai une quantité infinie de données. Plus j'ai de données, plus ces deux choses, elles vont se rapprocher. Ok, c'est intuitif ça? Réfléchissez bien. Ça, c'est les choses qu'on a parlé pour régler la variance. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire la taille de fonction ou on peut ajouter des données. Okay, rappelez-vous, on a vu ça sur cet exemple ici. Donc là, pareil, toujours l'image à avoir en tête. Maintenant, ici, c'est plus par rapport au biais variance, mais on voit bien que si j'ai un modèle linéaire, faible capacité, dans le coup, j'ai un problème de biais. Okay. J'ai un problème de biais dans le sens où, même si j'ai plein de données, je ne vais jamais avoir un bon modèle. Par contre, j'ai peu de variance. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par variance? C'est vraiment, si je tire un autre jeu de données sur la même distribution, à quel point les deux minimiseurs du risque empirique sont différents. Ici, ils sont relativement similaires, ces deux modèles linéaires. Alors que là, si je regarde des polynômes de degré 10, en fonction de deux jeux de données différents, puisque je vais être capable de complètement coller à mes données, potentiellement, j'ai une grande variance, j'ai une grande différence. Donc, le minimiseur du risque empirique, ici, va beaucoup varier, va beaucoup être sensible au choix du jeu de données. D'accord? Ça, c'est cette notion de variance. Et comment est-ce qu'on peut régler un problème de variance? On peut régler un problème de variance en choisissant une classe d'hypothèse plus petite, plus simple. On peut aller à l'extrême où on a un modèle qui est constant, on va toujours prédire 0. C'est le seul modèle dans la classe de fonction. Là, on n'a aucun problème de variance. On va toujours envoyer le même. Et bien sûr, on a un énorme problème de biais. Mais l'autre manière de régler ce problème, c'est on ajoute des données. Donc ici, même si j'ai un polynôme, un polynôme de degré 100, si je commence à tirer 1000 points sur cette distribution qui est une quadratique plus du bruit, dans cette région-là, je vais avoir l'optimal de ma fonction. Par contre, je ne peux rien garantir vraiment sur ce qui va se passer à l'extérieur, dans cet exemple précis. Si j'ai un polynôme de degré 10, les polynômes, ils ne sont pas bons à extrapoler. Ok. Donc ici, principe de base, biais, variance. Biais, c'est lié au sous-apprentissage. Variance, c'est relié au surapprentissage. Quand j'augmente la capacité, comment ça affecte le biais et la variance, et comment ça affecte le risque de surapprentissage et de sous-apprentissage. Quand je diminue la capacité, comment ça impacte ces choses. Quand je diminue la variance, comment ça impacte ces choses, etc. etc. Ok? On vous a posé des questions, je pense, dans les quiz. C'est le genre de questions que j'aime bien. Si j'ai deux classes de fonctions qui sont incluses l'une dans l'autre, j'ai une classe H1 ici, puis j'ai une classe H2 ici. Qu'est-ce qui va se passer en termes de biais, en termes de surapprentissage, en termes de... toutes ces questions-là. Ok. Très bien. Des questions là-dessus? C'est bon? Parfait. Avant de prendre une petite pause, on va commencer... Ça, c'était quoi? Ah oui, estimation de densité et classifieur de Bayes. Donc ça, estimation de densité, très important. Qu'est-ce que vous devez savoir ici? Principalement, l'estimation de densité paramétrique. C'est quasiment sûr que vous allez avoir un exercice pour lequel, si vous savez résoudre le maximum de vraisemblance, vous allez gagner une dizaine de points. Donc, l'idée ici, c'est quoi le problème d'estimation de densité? On a un jeu de données qui est tiré sur une certaine distribution, inconnue, et on veut estimer cette distribution à partir des données. On peut avoir des exemples avec des distributions discrètes ou des distributions continues. Okay. Intuitivement, le principe du maximum de vraisemblance, c'est quoi? Pour une famille paramétrisée de fonctions de densité ou de distribution, on va regarder toutes les distributions possibles pour tous les choix de paramètres. Puis on va choisir le modèle qui rend les données les plus probables. Le modèle qui fait en sorte que la probabilité d'avoir généré les données est la plus grande. Le modèle qui est le plus vraisemblable en fonction des données. Et donc ici, c'était le principe de maximisation de vraisemblance. La probabilité, on va trouver la valeur de θ qui maximise la probabilité des données sachant θ. Ici, cette probabilité, c'est quoi? Si les xi sont discrets, c'est la probabilité d'observer, c'est directement une probabilité. Mais attention, si les x sont continus, là, de ce dont on parle, c'est une fonction de densité. C'est la fonction de densité associée à la distribution jointe sur ces n variables aléatoires. C'est clair, ça? Ok.
L'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est quoi? On va choisir la valeur des paramètres qui maximisent la vraisemblance. C'est simplement ce problème de maximisation ici. Ok? Très bien. Et donc ici, comment ça marche? Une sorte de déroulement classique de cette dérivation. On écrit la probabilité de D, c'est quoi? C'est la probabilité jointe sur tous mes points. Et première étape très importante, on va appliquer le fait, on va utiliser le fait que les xi sont indépendants pour transformer cette distribution jointe en produit des distributions, des fonctions de densité pour chacun des points. Okay? Ici, si vous avez un exercice comme ça, il faut expliquer, j'ai le droit de faire ça parce que mes données sont IID. Sinon, vous perdez des points. Okay? Quand on écrit justifier vos dérivations, ça veut dire ce genre d'étape, il faut expliquer, pas juste le faire. Très important, sinon moi j'enlève des points. Ok. Et donc, une fois que vous êtes rendu là, souvent ce qui va se passer, on va devoir prendre le log et puis faire un peu de calcul, de dérivés et tout ça, mais quand même, prenez une minute pour vous dire, ok, si je regarde juste ça, puis que je réfléchis au problème, est-ce que je ne connais pas déjà la solution? Ce qui est un peu ce qui se passait dans votre devoir 1, c'est ça? Ou c'était le devoir 2? Vous aviez le maximum de vraisemblance pour la distribution uniforme, il fallait choisir le θ. En fait, ici, c'était même pas la peine de continuer à aller au log, etc. En regardant ici, puis en se disant, en fait, mon θ, qu'est-ce qui se passe? Si mon θ il est plus petit qu'un dxi, ce terme il est 0, parce que j'ai une des fonctions de densité qui est 0. Mais en même temps, mon θ, je vais le mettre le plus petit possible, parce que ça va faire... Et puis, c'est en réfléchissant à cette étape-là que vous trouvez la solution, en fait. Donc des fois, avant de vous lancer dans le calcul de, ok, je prends le log, et puis je calcule des gradients, etc., regardez un petit peu cette première expression, parce que des fois, la solution, elle est là, déjà. C'est souvent quand le domaine est défini en fonction de θ, c'est souvent là que ça crée ça, je pense. Ouais, c'est fort possible, ouais, effectivement. Ouais. Et c'est là, en fait, où c'est important, et c'est pas facile des fois, mais de prendre le temps de réfléchir au problème avant de vous jeter. Parce qu'ici, vous pouvez vous dire, dans le cadre de l'exercice que vous aviez dans l'examen, là, c'est, ok, comment j'écris ça de manière mathématique, ça c'est égal. Et là, c'est vraiment un bazar pas possible. Alors qu'en fait, c'est vraiment en revenant à, ok, je fais un diagramme, puis je réfléchis, si j'ai des observations ici, ici et ici, si je place mon θ ici, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, ma fonction de densité, elle est 0. Ok, si je le place ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc comme ça, donc je vais avoir, ok, d'accord, mais je peux le mettre plus grand. Hein, donc vraiment revenir à concept de base, à réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Mais bon, des fois, c'est pas le cas, on n'a pas la solution directe ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser le log. Ça, c'est juste pour se retrouver avec une somme plutôt qu'un produit, parce que là, on va devoir rentrer un peu à travailler, à faire des dérivés. Et donc, on va préférer dériver une somme qu'un produit. Là, pareil, quand vous appliquez le log, vous justifiez. Je dois avoir ça écrit quelque part. J'ai le droit de faire ça parce que ça ne va pas changer le maximiseur. Parce que le log, c'est une fonction monotone croissante. Okay. Puis une fois qu'on est là, on se retrouve à maximiser la somme de ces logs. Et puis là, on peut prendre des dérivés, mettre la dérivée égale à 0, et puis on trouve la solution. Ok? Très bien. On peut voir le maximum de vraisemblance comme la minimisation du risque empirique. Ça, c'est une question intéressante qu'on peut vous poser. Ouais. Quel est le lien entre le maximum de vraisemblance et la minimisation du risque empirique? Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, je dois écrire un examen pour mes étudiants doctorants, là, les doctorants. Peut-être je vais faire un truc comme ça, leur dites pas. Mais, une question de base facile, mais qui demande de bien comprendre ces concepts. Ok. Estimation bayésienne. Donc ensuite, on avait vu l'estimation bayésienne. Ça, pareil, vous devez connaître le principe. L'idée et puis la motivation, hein, on avait vu ça ici. Si je commence à estimer une Bernoulli et que j'observe 3 fois phase, mon estimateur du maximum de vraisemblance, il va prédire vrai, il va prédire faux tout le temps. Donc ça ne fait pas de sens parce que nous on sait que la pièce, c'est très peu probable en fait qu'elle va toujours tomber sur faux. Donc comment est-ce qu'on incorpore notre savoir a priori dans l'estimation de densité? C'est cette méthode bayésienne, l'estimation bayésienne où on va maximiser la distribution a posteriori. On va vraiment traiter θ comme une variable aléatoire, puis on va maximiser la probabilité de θ sachant les données, plutôt que la probabilité des données sachant θ. Et là, on utilise notre bon vieux théorème de Bayes, ici. D'accord? Très important, qui apparaît dans plein de dérivations, le théorème de Bayes. Donc on veut maximiser la probabilité de la valeur des paramètres sachant les données, on utilise la règle de Bayes pour exprimer ça comme la probabilité des données sachant θ, donc ça c'est notre vraisemblance, c'est ce qu'on maximisait avant, fois le nouveau terme, ici, ça c'est la différence, c'est la distribution a priori, la distribution sur θ.
divisé par la probabilité de D, mais la probabilité de D est indépendante de θ, donc on peut l'enlever dans le problème de maximisation. Donc au final, on se retrouve à, ici, maximiser le produit de la distribution, de la vraisemblance et la distribution a priori. Pareil, si on vous demande d'expliquer ça, il faut expliquer c'est quoi ces deux étapes. On utilise le théorème de Bayes et puis le fait que la probabilité des données est indépendante de θ. On était revenu sur l'exemple, etc. Donc ici, comprendre le principe de base. Okay. Si on vous donne, ça c'est un exemple, ça pourrait être une bonne variation sur le problème d'estimation de densité. Plutôt que de faire juste un truc d'estimation de densité simple, on vous dit, ou une deuxième partie de la question, c'est ok, maintenant, si on assume qu'on fait l'estimation bayésienne et on reprend la question précédente, mais cette fois on a la distribution a priori qui est celle-ci, c'est quoi l'estimateur du maximum a posteriori? À partir de cet énoncé, vous devez être capable de savoir que ça veut dire je vais devoir refaire ce calcul, mais cette fois avec le produit de ma vraisemblance et ma distribution a priori. Ok? On avait vu des exemples, ça il faut revoir aussi un petit peu, mais l'idée de quand est-ce, c'est une bonne question aussi, quand est-ce qu'on veut le maximum a posteriori, l'estimation bayésienne, va être équivalente au maximum de vraisemblance. Si je regarde cette chose ici, ça va être le cas si ce terme-là, il est constant. Donc là, on l'avait vu, par exemple, que si ma distribution a priori, elle est uniforme sur tous les θ possibles, alors du coup, je me retrouve avec le maximum de vraisemblance. Okay. Très bien. Des questions là-dessus? C'est tout bon? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir à la partie équivalence entre le maximum de vraisemblance et pas avec la minimisation du risque Le lien entre... En quoi? C'est quoi la relation entre... Ouais, non, c'est ça. L'estimateur, on peut voir le maximum de vraisemblance comme la minimisation du risque empirique. Ouais. Ça, vous vous souvenez? Sans regarder la réponse ici, si on réfléchit. Si la question c'est en quoi le maximum de vraisemblance est lié à la minimisation du risque empirique? La minimisation du risque empirique, c'est quoi? C'est, on va minimiser la moyenne d'une fonction de coût sur mon ensemble d'apprentissage. Il faut partir de ça. Okay. Donc là, vous dire maintenant comment est-ce que le maximum de vraisemblance, je peux voir ça comme minimiser une moyenne d'une fonction de coût sur mon ensemble d'apprentissage. Puis là, voilà. Vous vous souvenez qu'ici, on a effectivement une somme qui était apparue, qu'on maximisait. Et donc le lien, c'était ça ici. Le lien entre les deux, c'est que cet argmax d'une somme des logs, je peux voir ça comme une fonction de coût, en fait, comme une moyenne d'une fonction de coût. C'est la même chose que l'argmin de, je prends un signe moins, c'était juste pour remplacer le max en min, et puis je mets 1 sur n, ça ne change pas le minimiseur. Mais maintenant, je peux vraiment voir ça comme minimiser, trouver la valeur des paramètres qui minimise la moyenne d'une certaine fonction de coût sur mon ensemble d'apprentissage. Ok? D'autres questions? Bien sûr, on avait vu le classifieur de Bayes, où l'idée ici, c'était comment, il y a plusieurs manières de le motiver, mais comment utiliser, j'avais introduit ça, comme comment utiliser l'estimation de densité pour faire de la classification. Ça, c'est l'algorithme du classifieur de Bayes. L'algorithme du classifieur de Bayes, il part du principe que si on connaissait la probabilité de y sachant x, si on connaissait cette vraie densité, on avait accès à cette distribution inconnue P, on avait accès à cette P de y sachant x, alors la chose optimale à faire, c'est pour un nouveau point de test de prendre l'argmax de cette probabilité. Donc prendre la max, prédire la classe qui maximise la probabilité de y sachant x. Okay. Très bien. Et donc le classifieur de Bayes, c'est juste ce classifieur. On va essayer d'approximer d'estimer cette distribution, la probabilité de y sachant x. Pour ça, on utilise la règle de Bayes, ici. La probabilité de y sachant x, c'est quoi? C'est la probabilité de x sachant y fois la probabilité de y divisée par la probabilité de x. La même chose que dans l'estimation de bayésienne de ce qu'on vient de faire ici, le dénominateur est indépendant de la chose sur laquelle on prend l'argmax. Ici, ce n'est pas un argmax sur les paramètres, c'est un argmax sur la classe qu'on va prédire. On regarde toutes les classes possibles, on veut trouver la classe qui maximise la probabilité de y sachant x. Mais la probabilité de x ne dépend pas de y, donc je peux enlever le dénominateur. Donc au final, on va prédire l'argmax de la probabilité de x sachant y fois la probabilité de y, qu'on va appeler la vraisemblance et la prior dans ce contexte. Donc l'idée du classifieur de Bayes, c'est on estime la probabilité de y, la distribution a priori, et la probabilité de x sachant y pour chaque classe à partir des données.
D'accord? Donc, estimer la distribution a priori, c'est facile. La distribution a priori, c'est quoi? C'est quoi la probabilité de la classe avant même d'avoir vu les données? Ben, ça, c'est juste la proportion des points de chaque classe. Ouais, ça fait du sens pour chaque classe. Si vous avez 10 exemples de la classe positive et 90 de la classe négative, ben ici, l'idée, c'est la distribution a priori. Je vais l'estimer en disant que la probabilité de la classe négative, c'est 1 sur 10. Okay? Là, c'est la partie facile. Puis, pas beaucoup plus difficile. Pour estimer la probabilité de x sachant y, bah pour chaque varieur de y, on va juste prendre tous les points de notre ensemble d'apprentissage qu'avait ce label, et puis on va estimer une densité. Okay? Et ici, d'une certaine manière, qu'est-ce qui contrôle la capacité du classifieur de Bayes? Réfléchissez à ça. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui contrôle la capacité du classifieur de Bayes? Prenez quelques petites secondes pour y réfléchir. Est-ce que quelqu'un a une réponse à donner? La quantité des données. Pardon? La quantité des données. Alors la quantité des données, ma question c'était quoi? La capacité. Ok. Est-ce que la capacité d'une classe de fonction est liée à la taille de l'ensemble d'apprentissage? Dans le cas où j'ai des probabilités, si j'ai plus de données, j'ai une probabilité plus précise. Ok. Donc ici, ça c'est ce qui va donner la qualité, par exemple ici, à quel point est-ce que cette chose-là va être correcte, une bonne estimation. Ben, effectivement, plus j'ai de données, plus je sais que ça va converger vers la vraie probabilité. Mais est-ce que ça contrôle vraiment la capacité? La capacité, c'est la puissance, l'expressivité de mon modèle. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Qu'est-ce qui va... Oui. La complexité de la prior contrôlée, par rapport à une uniforme, à une gaussienne, par exemple. Ben ça, c'est pas la prior. Mais là, ici, c'est ça que vous voulez dire? Pour la ressemblance. Oui, exactement. Hein, ici, de la manière, ce qui va contrôler la capacité, je vais estimer, ici, je dois utiliser un algorithme d'estimation de densité pour estimer la probabilité de x sachant y. D'accord? Et c'est là où on contrôle un peu la capacité aussi, principalement en fait. Plus j'ai un algorithme d'estimation de densité qui est puissant, plus j'ai une grande capacité. Une manière de réfléchir à ça, c'est quand est-ce qu'on va avoir un problème de biais ici? Même si j'ai une quantité infinie de données, quand est-ce que ce classifieur ne va pas converger vers le classifieur optimal? Bah, un des cas de figure, c'est si ici j'utilise quelque chose qui n'est pas assez puissant. Hein, par exemple, j'utilise une méthode à histogramme avec peu de cases. Bah là, je sais que potentiellement, il va y avoir un terme de biais qui va apparaître, parce que je ne vais pas être capable de modéliser cette distribution idéalement. Okay? Par contre, si je prends quelque chose qui est universel, ou quelque chose qui est assez puissant par rapport au modèle que je veux estimer, et bien dans le coup, je vais arriver à estimer mon modèle dans une quantité infinie de données. Okay? Donc, c'est la choix de l'algorithme qui contrôle. C'est ici, ce serait le choix de l'algorithme d'estimation de densité qui contrôle la capacité. Ouais. Ok. Très bien. Et donc la règle de classification, après, c'est ça. Et puis on avait vu que donc le problème, le nœud parce que ça, c'est pas compliqué à faire, hein, on compte juste, mais c'est ici que potentiellement on peut avoir, pas un problème, mais on a un degré de liberté, donc ça va contrôler la capacité, mais aussi, potentiellement, ça va être difficile d'apprendre cette chose-là. Notamment si on est en grande dimension, par exemple ici, en grande dimension, potentiellement, ça va être difficile d'estimer cet objet. Et c'est là où on avait le classifieur de Bayes naïf, qui arrivait, qui fait une hypothèse simplificatrice, qui n'est pas toujours vraie, bien sûr, c'est qu'on fait l'hypothèse que les composantes de x sont indépendantes, sachant y. Pas que les composantes sont indépendantes, mais qu'elles sont indépendantes, sachant y. D'accord? Dans ce cas-là, pourquoi ça nous arrange? Parce que dans le coup, on veut estimer la probabilité de x sachant y pour chaque classe. Ça, c'est la probabilité jointe sur chacune des composantes. Hein, rappelez-vous, quand on parle de la probabilité sur un vecteur de variables aléatoires, en fait, on parle de la distribution jointe sur ces variables aléatoires. Et si on assume qu'elles sont indépendantes, les composantes de x sachant y, ça veut dire qu'on va pouvoir factoriser ici cette distribution sur les composantes, indépendamment sur chaque composante. Et ça, c'est pratique. Pourquoi? Parce que maintenant, plutôt que d'avoir à estimer une fonction de densité en grande dimension,
Mais on se retrouve juste à devoir estimer une fonction de densité en une dimension pour chacune de mes composantes. Okay. C'est une hypothèse très forte. Et donc ici, la capacité, en termes de capacité, Bayes naïf, même si vous utilisez un algorithme d'estimateur de densité super puissant ici, vous allez toujours avoir potentiellement un problème de biais qui peut apparaître. Parce que cette hypothèse d'indépendance, elle peut ne pas être vraie. Okay. Donc la capacité du classifieur de Bayes naïf est moindre, est beaucoup plus petite que la capacité du classifieur de Bayes. Une manière de voir ça, c'est, vous pouvez vous dire, ici, si je commence à avoir un algorithme d'estimation de densité qui est le plus puissant possible, je ne vais pas avoir de problème de biais avec cet algorithme. Si j'ai une quantité infinie de données, je vais être capable d'estimer ma prior exactement, dans les limites d'une quantité infinie de données. Je vais être capable d'estimer cette densité exactement, donc mon classifieur, il est optimal à la fin. A l'inverse, ici, même si j'ai quelque chose d'universel, s'il s'avère que ça, c'est pas vrai, pour le vrai modèle, bah, peu importe, vous pouvez choisir un réseau de neurones avec 120 couches ici, vous avez toujours ce problème que vous êtes en train d'apprendre une distribution factorisée en fonction des composantes. Et si ce n'est pas le cas pour la vraie distribution, bah là vous avez un problème de biais qui apparaît. Okay. Très bien. Ok, on va prendre 5 minutes de pause, et puis on continue ensuite. Très bien, allons-y. Donc ça conclut la partie sur l'estimation de densité. Vous avez bien compris ce qui était important de retenir pour l'examen. Ensuite, on a parlé d'optimisation. Donc ici, dans l'optimisation, on n'a pas vraiment vu de choses... c'est des choses que vous devez savoir. F convexe, non convexe, ça veut dire quoi? Calcul de dérivés, donc ça c'était vraiment des rappels, des trucs plus mécaniques, mais c'est possible qu'on vous demande de calculer les dérivés, bien sûr, pendant l'examen. Comment est-ce qu'on minimise une fonction multivariée? On avait vu que des fois on peut avoir une solution analytique, des fois on peut faire la brute force, mais ça on n'a pas à en parler. Et sinon on fait de la descente de gradient, donc c'est quoi l'algorithme de descente de gradient? L'hyperparamètre, état, le pas de gradient, très important. Là il faut comprendre. C'est quoi le risque si je choisis état trop grand? C'est quoi le risque si je choisis trop petit? Le critère d'arrêt, etc. Chose de très important avec les descentes de gradient, on en a parlé plein de fois, mais il y a des cas relativement rares. Si ma fonction est convexe, alors je vais converger avec ma descente de gradient vers le minimum global. Mais c'est relativement rare. De manière générale, quand on utilise méthode de descente de gradient, ça va être sur les fonctions non convexes, comme les réseaux de neurones, la fonction de coût des réseaux de neurones. Et là, où est-ce que je converge? Ça dépend d'où est-ce que j'ai commencé. Donc il n'y a aucune garantie de converger vers le minimiseur global. Ici, si je vous demande, c'est quoi un exemple d'algorithme que vous connaissez où on peut utiliser la descente de gradient et la fonction de coût est convexe? Qu'est-ce que vous connaissez? J'ai deux exemples en tête. Est-ce que vous connaissez des algorithmes d'apprentissage qu'on a vus pour lesquels la fonction de coût est convexe? Et le risque empirique, c'est une fonction convexe dans les paramètres. Ouais, régression logistique et régression linéaire. Régression linéaire, on ne l'a pas dit vraiment, mais c'est une fonction convexe aussi. La régression logistique, c'est un bon exemple à avoir en tête, parce que c'est un des exemples archétypaux de j'ai un problème de minimisation pour lequel je n'ai pas de solution analytique. Comme on l'avait dit, vous pouvez essayer de mettre le gradient égal à 0, vous n'allez jamais pouvoir résoudre ce système, parce qu'il y a c'est ça. C'est un système d'équations qui n'a pas de solution qui s'exprime de manière analytique. Par contre, on sait trouver la solution quand même, en utilisant de la descente de gradient, parce qu'on s'est montré que c'est une fonction convexe. Et donc, on est garanti de converger vers le minimiseur global. Très bien. Minimisation du risque empirique. Comment est-ce que ça marche? Voilà. On calcule le gradient, on doit calculer le gradient de notre fonction de coût, qui est la moyenne de notre fonction de coût, et donc on se retrouve à faire la moyenne des gradients. Et donc en fait, au final, ce qu'il faut être capable de calculer, c'est cette moyenne des gradients sur chaque point. Et on avait vu qu'on pouvait faire ça, soit de la descente de gradient
entière sur tout le batch. Donc là, on va vraiment calculer le gradient de ma fonction de coût tel qu'écrit ici, sur tout l'ensemble d'apprentissage. Et puis, on va faire un pas dans la direction opposée du gradient, ou on peut faire des mini-batchs. Hein, donc là, on va estimer ça sur un petit sous-ensemble de mon ensemble d'apprentissage. Ok, ça c'est pas mal ce qu'on avait vu ici. Une question là-dessus? Et enfin, pas enfin, on a vu d'autres choses, mais une autre lecture importante, un cours important sur les modèles linéaires, c'est ça. Donc là, les modèles linéaires, ça rentre dans ce catalogue de tous les modèles que vous devez connaître. Être capable de faire des prédictions sur un petit exemple joué. Je vous donne un plot en 2D avec des points plus, des points moins, ou des points pour un problème de régression. Pour chacun des modèles qu'on a là-dedans, vous devez être capable d'avoir une idée de à quoi ressemble la frontière de décision, ou le modèle après. Okay. Donc là, ça rentre avec tous les modèles qu'on a vus dans les méthodes à base de voisinage. En plus de ça, on a les modèles linéaires, tous les modèles qu'on a vus ici. Vous devez être capable de comprendre leur fonctionnement et qu'est-ce qui affecte pour ces modèles le compromis biais-variance. Des fois, il n'y a rien. Hein, quand on a un modèle linéaire de classification, souvent, il n'y a pas d'hyperparamètre qui contrôle. La capacité, elle est fixe. C'est juste, on a un hyperplan. Ben voilà, réfléchir à tout ça. Donc on avait vu, on avait commencé par la régression, soit la régression linéaire. Très bien. Puis là, on avait vu la solution. C'était le cas où on pouvait avoir une solution analytique. Donc ça, plein de petites techniques de calcul ici que vous pouvez revoir. C'est des calculs qu'on peut vous demander de faire, des calculs de gradient, puis juste repasser à travers ces étapes, comme ça, de calcul matriciel. C'est des choses qui peuvent apparaître à l'examen, des calculs similaires. Très bien. Régression linéaire régularisée, la notion de régularisation. Ici, on régularise. Hein, régulariser, c'est quoi? C'est ajouter un terme de pénalité pour les modèles complexes. Donc, régulariser, c'est la même chose que contrôler la capacité. Hein? Rappelez-vous le lien entre les deux. Ici, on avait parlé, par exemple, d'ajouter la norme 2 ou même la norme 1 pour le lasso comme terme de régularisation. On a vu que le lasso, quand on ajoute la norme 1, l'idée c'est qu'on va induire de la parcimonie. C'est-à-dire qu'on va forcer le modèle à avoir peu de composantes non nulles dans le vecteur W. Et là, vous pouvez réfléchir, en quoi est-ce que ça a à voir avec la capacité? Bah, effectivement, si je commence à contraindre mon modèle à utiliser seulement un sous-ensemble des attributs, je contrains la capacité. Hein? Si on réfléchit en termes de taille de classe de fonction, bah, les modèles pour lesquels je ne mets aucune contrainte sur le nombre de composantes non nulles dans le W, ça, c'est plus gros que celui pour lequel j'autorise qu'une composante non nulle. Puis j'ai tous les degrés entre les deux. Et donc ces termes de régularisation, ils contrôlent la capacité du modèle. Okay. Puis après, on va minimiser le risque régularisé. Donc ça, c'était pour le modèle de régression linéaire. Okay. Vous voulez savoir ce que c'est la régression Ridge, la régression Lasso, la régression L1, L2, c'est quoi la différence entre les deux? L'idée globale ici, hein, c'est la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la régularisation L1, elle induit de la parcimonie. Plus que de pousser les poids vers 0, elle les pousse vraiment à être égales à 0, et donc à sélectionner des attributs. Et puis la classification, donc là on avait vu plein d'exemples de classification. Dans les notions de base, hein, vous vous rappelez, c'est quoi l'interprétation du W et du B dans un problème de classification? Ça pourrait être intéressant aussi. Si je vous dis, ok, je vous donne un jeu de données, et puis je vous dis, c'est quoi le classifieur? Dessinez-moi un classifieur linéaire. Ok, ça va ressembler à ça, le W, le B. Maintenant, si je vous dis un classifieur linéaire où le terme de B il est égal à 0, ça va vouloir dire quoi? C'est quoi le meilleur classifieur linéaire pour lequel j'ai un terme de biais qui est égal à 0 pour un certain jeu de données qui ressemble à je sais pas quoi? Okay. Bah ici, il faut juste voir que le fait que le biais soit égal à 0, ça veut dire que je vais être obligé de passer par l'origine ici. Hein, donc le W, c'est le vecteur orthonormal, il me donne la direction de l'hyperplan, alors que le B, lui, il contrôle, c'est le degré de liberté qui me permet de ne pas avoir à passer par l'origine. Ok? Très bien. Et donc ici, ça c'est la définition d'un classifieur linéaire. Vous devez connaître ça. Si on vous demande prouver que tel classifieur est un classifieur linéaire, ce que ça veut dire, c'est arriver à dériver une expression du classifieur qui ressemble à f de x et signe de w transpose x plus b, pour un certain choix de w et de b. Hein, rappelez-vous, vous avez des exemples dans le cours ici, où on a montré, ici,
que le classifieur de la plus proche moyenne, c'était un classifieur linéaire. Si on vous demande ça, ici, qu'est-ce qu'on a dit? L'objectif, c'était de trouver un W et un B tel que f de x, c'est le signe de W transpose x plus B. Si on vous demande c'est quoi la définition d'un classifieur linéaire, vous pouvez dire un classifieur linéaire, c'est un classifieur pour lequel la frontière de décision est un hyperplan. Ça, c'est correct. Et mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les deux réponses seraient correctes. Un classifieur linéaire, c'est un classifieur qui s'écrit de la manière f de x égale signe de W transpose x plus B. C'est votre définition. Et vous devez être capable de... c'est ça, de montrer ça pour... de faire le type de dérivation qu'on a fait ici, grosso modo. Okay. Donc, très bien, les régions de décision, la frontière de décision, vous devez connaître ces termes. Si G est linéaire, H est un hyperplan, les régions de décision sont des demi-espaces, très bien. Et autre définition importante, la notion de linéairement séparable. C'est quoi un jeu de données linéairement séparable? Vous devez savoir ce que c'est. Si on vous montre un jeu de données, qu'on vous dit est-ce qu'il est linéairement séparable, vous devez être capable de savoir, ça veut dire est-ce qu'il y a une droite qui passe, qui est capable de séparer mon jeu de données en deux. Puis ensuite, pour tous les classifieurs qu'on a vus, ici, vous devez les revoir et être capable de faire des prédictions pour ce classifieur. Comme je vous ai montré au début, si je vous donne un nuage de points, et je dis c'est quoi la prédiction du classifieur de Bayes avec densité gaussienne, ou c'est quoi la prédiction du classifieur de la plus proche moyenne, vous devez être capable de le faire. Donc là, revoyez bien chacun de ces classifieurs. Classifieur de Bayes avec gaussienne, régression linéaire, c'est pas un bon modèle. Le perceptron, je vous l'ai demandé au début, le genre d'exemple, le genre de question que je peux vous demander. Je vous fais voir un jeu de données non linéairement séparable. Je vous dis, ça va être quoi la prédiction du perceptron sur ce jeu de données? Ça, c'est une question piège. Je veux dire, il n'y a pas de prédiction parce qu'il ne va pas converger. Okay. Très bien. Le cas multiclasse, c'est clair. Puis enfin, on avait fini avec les SVM. Pour les SVM, pas besoin de rentrer dans les maths. Mais par contre, comprendre le principe de base, qu'est-ce que ça fait les SVM, les séparateurs à vaste marge? Ça va choisir un hyperplan particulier. L'hyperplan qui maximise la marge. Première chose à savoir, c'est juste ça, c'est quoi le principe de base? Si on vous demande d'expliquer en deux lignes, c'est quoi un SVM? C'est un classifieur, si on ne parle pas de noyau, c'est un classifieur linéaire qui va choisir le classifieur linéaire qui a la plus grande marge. Et après, la différence entre les SVM à marge dure et les SVM à marge molle. Un SVM à marge dure, c'est vraiment, on va apprendre un classifieur linéaire qui ne fait aucune erreur. On va maximiser la marge. On n'autorise pas à avoir des erreurs. Et les classifieurs à marge, les SVM à marge molle, là, on ajoute ces variables d'écart qui vont nous permettre de faire des erreurs. Et bien sûr, on va essayer de faire le moins d'erreurs possible. Okay. Mais donc, un SVM à marge dure, c'est pareil. Si je vous donne un jeu de données qui n'est pas linéairement séparable, et je dis ça va être quoi la fonction qui est prédite par un classifieur, le classifieur de SVM à marge dure, c'est une question piège aussi. C'est comme pour le perceptron. Ça ne va pas être possible. Et on ne va pas avoir de solution au problème. Un SVM à marge molle, là on se permet de faire des erreurs. Okay. Très bien. Pour tous ces modèles, il faut connaître leur fonctionnement. Des questions là-dessus? C'est bon. Aussi une autre chose à savoir ici, dans le... Dans la formalisation des SVM à marge molle, ce C ici, c'est l'hyperparamètre qui contrôle à quel point les erreurs sont pénalisées. Donc c'est ça qui va contrôler. Donc, d'une certaine manière, ce C, il contrôle aussi certaines notions de capacité. Non, pas de capacité, pardon. Je raconte. Ici, ça reste un classifieur linéaire. Mais ça va jouer sur à quel point est-ce que je me colle aux données ou pas. La capacité, elle reste la même. Je vais prendre un classifieur linéaire. Par contre, des fois, s'autoriser à faire des erreurs, ça va me permettre de généraliser mieux. Okay. C'est pas parce que si je prends un exemple... c'est ça, cet exemple ici, il est pas mal. J'ai choisi un bon exemple. Le classifieur que mon SVM à marge molle, il renvoie ici, au final, est-ce qu'il est mieux que celui que me renverrait le classifieur à marge dure? Le classifieur à marge dure, il me ferait un truc comme ça, en fait. On va faire un truc ici où je vais avoir la même marge entre les points ici et ici. Donc au final, est-ce que c'est le rouge et le bleu qui est le mieux?
bah, on voit intuitivement, j'aurais tendance à dire que peut-être le bleu est le mieux comme ça. Parce que cet exemple, ça peut être un exemple aberrant, et on voit qu'il y a une séparation qui a l'air peut-être plus ici. Okay. Donc de cette manière, ça va contrôler ce C, il va contrôler le compromis biais-variance. Il va contrôler à quel point je me colle aux données. Ici. Ok. Et la conclusion globale, c'était que tous ces modèles, c'est des classifieurs linéaires. Très bien. Et ensuite, on était parti sur les classifieurs non linéaires. Et donc ici, les méthodes à noyau. Rappelez-vous comment, avant les méthodes à noyau, on a vu la transformation explicite des données. Donc ça, c'est juste l'idée qu'en transformant mes données, je peux les rendre linéairement séparables, juste en changeant d'espace d'une certaine manière. Hein, on avait vu cet exemple, vous en avez vu aussi dans les devoirs maison, où si j'ai un jeu de données qui n'est pas linéairement séparable, je peux ajouter une nouvelle feature qui est juste x au carré, et puis je me retrouve avec un jeu de données qui devient linéairement séparable dans cet espace de représentation. Donc on peut faire ça de manière explicite, mais bien sûr il faut trouver la représentation, ce qui n'est pas facile, nécessairement, et puis aussi on peut se retrouver dans des espaces de très grande dimension. Donc le deuxième problème ici, il est adressé avec les méthodes à noyau, où on va pouvoir faire...
Ouais, donc si vous avez du temps, on peut éventuellement prendre rapidement, comme ça je peux prendre 10 minutes. Ça va être enregistré, comme ça ceux qui sont déjà partis vont y avoir accès aussi. Juste vérifier que ça enregistre toujours. Ouais. Et donc, on peut passer rapidement sur les choses qui restaient, mais on va faire Donc dans les méthodes à noyau, il faut connaître le principe de base. Qu'est-ce que c'est qu'un noyau? C'est quoi les conditions pour qu'une fonction soit un noyau? Donc rappelez-vous, ça on en a parlé à la fin. Une fonction, c'est un noyau si et seulement si il existe une fonction de plongement, une fonction phi qui va de x dans x tilde, telle que k de xz, c'est le produit scalaire. Donc rappelez-vous, l'idée de l'astuce noyau, c'était ça, c'était de faire le produit scalaire dans l'espace de représentation. Okay, donc ça, dans les choses à savoir. Typiquement, si on vous demande, si j'ai une fonction, donc une fonction noyau, elle doit être symétrique. Parce que ça doit représenter un produit scalaire, donc ça doit être symétrique. Donc je pourrais vous donner un exemple de fonction pour vous dire est-ce que c'est un noyau valide. Et si vous voyez que la fonction n'est pas symétrique, déjà facilement vous pouvez dire non, c'est pas une fonction noyau. Okay. Si on vous demande de prouver que c'est une fonction noyau, il faut trouver le phi explicitement tel que le k de xz c'est égal à produit scalaire entre phi de x et phi de z. Donc revoir le principe de base de fonction noyau, c'est ça. Avec l'exemple du perceptron. Et ensuite, on avait vu les réseaux de neurones. Donc là, pour les réseaux de neurones, comprendre, c'est le genre de modèle aussi où vous pouvez réfléchir à qu'est-ce qui contrôle le biais et la variance, la taille des couches, en quoi ça correspond, en quoi ça contrôle la capacité, etc. Donc, comment marche un réseau de neurones, c'est quoi les paramètres du réseau de neurones, est-ce qu'un réseau de neurones, c'est un modèle linéaire, est-ce que la capacité est plus grande qu'un modèle linéaire, etc. Et puis connaître cette formulation, si on vous demande de résumer mathématiquement qu'est-ce que c'est un réseau de neurones avec une couche cachée, grosso modo, c'est ces équations ici. D'accord? On avait vu ça. Très bien. Et puis ensuite, on avait vu l'algorithme de rétropropagation. Donc pareil, ça, comprendre l'algorithme de rétropropagation, comment ça marche. Donc on avait fait des rappels sur les dérivés. Et puis, c'est quoi l'algorithme de rétropropagation? On pourrait vous donner un exemple de réseau de neurones et vous demander de calculer, un peu comme le devoir 3, là, de calculer ou de faire certaines étapes de l'algorithme de rétropropagation. Et donc ça, il faut connaître, grosso modo, revoir un petit peu ça, cette idée qu'on va calculer la loss à la fin du réseau de neurones, le gradient par rapport à la dernière couche, comme ça, par rapport à toutes les composantes de tous les nœuds du graphe de calcul, et puis qu'on revient en arrière en utilisant les calculs qu'on a fait aux étapes précédentes. Donc ça, revoir ça. Oui? Ouais. Que d'habitude, on le calcule sous forme d'opération. Et ça, quelquefois, ça prête à confusion. Ouais, il faut juste être consistant comme ça. Donc effectivement, ici, on a des vecteurs, pour la jacobienne, c'est un vecteur ligne. Puis des fois, le gradient, on dit que c'est un vecteur colonne. Mais c'est pas trop grave. C'est juste une question de convention. Comme ça. Mais le point, est-ce que dans l'examen, par exemple, on pourrait dire qu'on fait juste la jacobienne, ou bien on fait le gradient, et ça sera accepté qu'on le mette Ouais. comme ça? Ouais. Si vous mettez le transpose plutôt que la... À partir du moment, donc pour un exemple ici, voyons voir, où est-ce qu'on a une formule explicite Ouais, donc ici, on a EI H1 transpose. Si vous avez pris l'autre convention pour votre gradient, et puis vous vous retrouvez avec quelque chose qui est H1 EI transpose, ça va être correct à partir du moment où c'est consistant dans toutes vos dérivations. Mais normalement, ça va être clair. Enfin oui, c'est pas trop... très bien. Donc ça, revoir le principe de base. Comment est-ce que ça marche? Ensuite, on était passé à quoi? Les CNN. Ouais, c'est ça. Donc les réseaux de neurones convolutifs. Là, comprendre comment ça marche. Une des idées clés globales dont on avait parlé, c'était le fait que si on vectorise nos images, donc si on utilise un réseau de neurones complètement connecté, pourquoi un réseau de neurones complètement connecté, c'est pas bien pour les images? D'une part, on va avoir trop de paramètres, mais en plus, on n'utilise pas les corrélations spatiales qu'il y a dans l'image. C'est pas adapté, on ne prend pas en compte la structure.
Et puis l'idée des réseaux de neurones convolutifs, c'est que il y a deux idées principales, connexion locale et le partage des poids, qui vont nous permettre à la fois de réduire le nombre de paramètres et puis de tirer profit des corrélations spatiales qu'on a dans les images. Okay. Donc ça, vous devez revoir ça, comprendre comment ça marche une convolution, c'est quoi les phases de pooling, et puis là, après, c'est revoir les transparents. Ici. Donc là, dans les transparents, vous avez pas, il y a beaucoup de choses dans les transparents, mais vous pouvez vous concentrer sur... Alors, attendez, où est-ce qu'ils sont? Hop, 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 voilà. Vraiment sur comprendre le mécanisme. Donc ça, c'est tous ces transparents ici, là. La notion de translation, de la variance aux petites translations, mais les bons... Ouais. Moi, j'aime bien ces transparents-là, là, ceux de Fei-Fei du cours de Stanford, qui explique bien comment ça se passe en fonction de la taille de l'entrée, c'est quoi une convolution. Donc tous ces principes-là, ça vous devez bien comprendre. Comment est-ce que ça fonctionne une couche de convolution, c'est quoi la taille de sortie. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur la formule, vous pouvez vous l'écrire sur votre feuille manuscrite, mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre le principe comme ça. Comment est-ce que ça fonctionne. Okay. Très bien. Puis dans le deuxième truc, c'est pareil. En fait, on a la même version, mais en plus avancé un petit peu. Vraiment bien comprendre ce système ici. Plus que d'apprendre la formule par cœur, vous pouvez toujours la mettre dans un coin de votre feuille manuscrite au cas où, mais plus que d'avoir la formule par cœur, ce qu'il faut, c'est comprendre le principe. Donc, comment ça marche. Okay. Oui. Attendez, hop là. Vous voulez dire le subsampling, ça c'est les couches de sous-échantillonnage, le max pooling, le min pooling, c'est cette idée qu'on va sous-échantillonner en agrégeant, donc on va découper l'image en plusieurs parties, là on a un pas qui rentre en jeu, et puis on va soit appliquer la moyenne, soit le max. Ici Je ne suis pas sûr, mais si vous retrouvez, vous pouvez poser la question sur Piazza si vous retrouvez le slide. C'est ça, mais le sous-échantillonnage, c'est vraiment cette idée qu'on va, comme c'est expliqué dans les slides, comme ça, on va diviser l'image puis agréger dans différentes régions. Comme ça. Et c'est ça, et puis ensuite on avait quoi? On s'approche de la fin, lecture 10. Les arbres de décision, donc ça il faut connaître le principe de base, comment ça ressemble, à quoi ça ressemble un arbre de décision, les grandes idées de comment est-ce qu'on l'apprend, pas besoin de rentrer dans les gros détails de comment est-ce qu'on apprend ces modèles, mais quand même de comprendre l'idée du modèle, de l'arbre de décision, quand est-ce qu'il va surapprendre, quand est-ce qu'il va sous-apprendre, toujours ces questions-là, les questions fondamentales à vous reposer pour tous les modèles. Donc ça, les arbres de décision, c'est un autre modèle que vous devez avoir dans votre catalogue de je sais comment est-ce qu'on calcule une prédiction, si on me donne un arbre de décision, je suis capable d'expliquer comment est-ce qu'on trouve la prédiction en suivant les branches de l'arbre, c'est quoi qui contrôle le compromis, la capacité de l'arbre. Donc ici, la capacité, c'est sa taille, de la même manière, quand on contrôle la taille, quand on fait du post-élagage, etc. Okay. Puis on a vu les méthodes ensemblistes. Pareil, comprendre les méthodes de base. Donc là, on a revu pas mal le biais variance, les différentes manières d'agréger des classifieurs, et puis savoir ce que c'est le bagging, le bootstrapping, les forêts aléatoires. Ça va revenir vraiment sur les principes de base, comment ça marche. Et puis l'algorithme AdaBoost, c'est quoi le boosting? C'est l'idée qu'on va corriger au fur et à mesure les erreurs qui ont été faites par les classifieurs précédents. Et la notion de pondération du jeu de données. Donc ici, on n'a pas besoin de rentrer dans la preuve, savoir reprouver ce théorème. Connaître l'existence de ce théorème, c'est bien. Et principalement, le principe de base du boosting, c'est ça qui est important. Cette idée de pondérer
les poids du jeu de données. Ok. Encore une fois, revoir les quiz, ça vous donne une bonne idée des notions importantes qu'on avait vues dans le cours. Oui. Avec la gauche, on minimise la borne supérieure Ouais. en minimisant la borne supérieure, on minimise l'erreur. Parce que l'erreur doit être toujours inférieure à la borne supérieure. Ouais. Et il y avait le deuxième choix que le système refusait. Ouais. Normalement, c'est deux réponses qui. Donc ça, j'ai répondu sur Piazza. Mais l'idée, c'est que ce qu'on minimise, vraiment ce que l'algorithme minimise, c'est la borne supérieure. Ouais, je comprends votre point, mais c'est ce que j'ai répondu aussi. Vous pouvez imaginer que vous allez avoir, au début, il se pourrait que l'erreur d'apprentissage, elle augmente, alors que la borne, elle vous la minimisez, en fait. Parce que il peut se passer un truc au début qui ressemble à... Vraiment, ce qu'on va minimiser, à la base, c'est la minimiser cette borne supérieure. Et il se pourrait qu'au début de l'entraînement, votre erreur d'apprentissage, elle monte, puis après, elle diminue. Au final, c'est vrai qu'on va, à la fin, ici, on va pousser l'erreur d'élimination vers le bas. Vraiment, ce que l'algorithme minimise, c'est pas directement l'erreur, c'est la manière dont AdaBoost est fait, c'est pour minimiser la borne supérieure. Mais ça, on peut en parler après, si c'est le point vraiment sur la... L'idée, c'est qu'est-ce que fait AdaBoost? AdaBoost, il minimise la borne supérieure. C'est comme ça qu'il est construit. Très bien. Donc ça, c'est pour le boosting. Et puis ensuite, on avait vu l'apprentissage non supervisé. Et donc là, dans l'apprentissage non supervisé, il faut connaître tout ce qu'on a vu. Et pareil, pour les méthodes, vous devez être capable de les expliquer un peu avec les mains, comprendre comment elles fonctionnent. Donc ici, ça va de vraiment tout ce qu'on a vu c'est la semaine dernière qu'on a fait ça, et qu'on a fini hier. Donc ça, c'est l'estimation de densité. Bon, les métriques, ce n'est pas la partie la plus importante, mais par contre, vous devez connaître l'algorithme des cas de K-means, des cas moyennes, et l'algorithme des mélanges de Gaussienne. Ça va bien comprendre comment marchent ces algorithmes. Si je vous donne un exemple, comme dans les quiz, vous pouvez regarder non, vous n'avez pas eu de quiz sur celui-là. Mais vous pouvez regarder les exemples, être capable de prédire et d'expliquer le fonctionnement de ces algorithmes. Donc, comment est-ce que les cas moyennes, si on vous donne des étapes des cas moyennes, être capable de les remettre dans l'ordre, par exemple, ce genre de choses. Et, ça, le regroupement hiérarchique. Donc ça, il faut vraiment vous concentrer sur 2, 3, 4 ici. C'est ce qui va être le plus important. De comprendre vraiment les modèles qu'on a présentés en cours. Donc les cas moyennes, mélange de Gaussienne et regroupement hiérarchique. Okay. Et puis l'analyse en composantes principales, comprendre les principes de base dont on a parlé hier. C'est pas la peine de rentrer en détail dans les maths. Quand même comprendre d'où ça vient, mais aussi surtout, concentrez-vous. Je pense de manière générale dans vos révisions, essayez de vous concentrer sur une compréhension globale et intuitive de ces algorithmes, être capable de les expliquer. Ok? Oui? Tout est important. Ouais. Les calculs, donc être capable de calculer. Oui, potentiellement, on pourrait vous demander en vous redonnant, de calculer les entropies conditionnelles et tout ça. Ce serait en théorie possible. Mais je ne crois pas que j'irai là, en vrai. Est-ce que ce serait un exercice intéressant? Peut-être vous me donnez une idée. Non, je fais ça. Non. Il n'y aura pas de calcul de l'entropie. Mais il faut connaître les principes de base. Cette notion de gain d'information, c'est quoi l'idée? Globalement, c'est quoi l'entropie? Ça, vous devez savoir ce que c'est l'entropie. Ok? Des questions? Bon. On est bon. Bonne révision. J'envoie l'enregistrement aujourd'hui, cet après-midi.